Mesdames et messieurs, bonsoir. Il a fait rire des milliers de Béninois avec son style unique, son regard critique et son humour engagé. Il s'est imposé comme une figure incontournable de la scène humoristique. Mais aujourd'hui, le micro ne sert plus seulement à faire rire. Il sert aussi à porter une voix, des idées, une vision. De l'art à la politique, le virage intrigue, questionne et fascine. Qui est réellement Mastacool? Pourquoi ce choix? Et que veut-il désormais changer? Notre invité aujourd'hui, c'est Euloge Béo Agia, alias Mastacool. Bienvenue dans Aparté. Bienvenue, bonjour à vous, bonsoir à vous selon le moment et salut à tous nos téléspectateurs qui me suivent en ce moment. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bon. Alors, humoriste, comédien, homme de théâtre vous êtes, mais aujourd'hui, vous êtes devenu un politique. Vous êtes allé aux élections législatives de janvier 2026 en qualité de suppléant du deuxième titulaire de la liste Bloc républicain dans la 16e circonscription électorale. À part Euloge Béo Agia, cette présentation sommaire, qui est Mastacool? Mastacool, c'est un Béninois avant tout, et un artiste, mais aussi un acteur politique, comme on peut le dire. Il faut ajouter tout simplement à cette présentation que je suis un fils de Parakou. J'aime bien revendiquer ça, avant d'être un fils de Cotonou. Et je suis né à Cotonou. Et je peux le dire très fièrement, je suis né au Bénin. Donc toutes les villes, toutes les contrées de notre pays, je suis de là. Je parlerai d'une enfance assez tumultueuse, où j'aurais dû abandonner les études très vite, parce que au CP2, pour l'anecdote, j'ai été mordu par un serpent, une vipère, ce qui m'a empêché donc de continuer la scolarité cette année-là. Mais j'ai tenu et je peux dire que juste après, en ce moment on faisait le CFEB. Juste après le CFEB, je me suis retrouvé au CMG1 de Parakou, on disait en ce moment, école normale. Exactement. Et dans cet espace-là, on avait eu ce qu'on appelait aujourd'hui c'est les classes culturelles, on peut dire comme ça, mais c'était la coopérative scolaire à l'époque. Et pour ce que je sais, j'ai voulu intégrer donc la troupe théâtrale donc, de cet établissement-là. Mais j'ai reçu un refus catégorique donc, de mon professeur, je ne vais pas citer son nom ici. Il est en poste quelque part en France maintenant. Et donc il m'a dit, tu ne peux pas, tu es trop petit. Et ce choc-là, au lieu que ça me décourage, ça m'a poussé à aller sur la scène. Est-ce que vous voulez dire que cette enfance-là a influencé aujourd'hui l'acteur culturel, l'acteur de la scène aujourd'hui que vous êtes? Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui je vis de ce métier-là. Je n'ai pas un autre métier, je vis de ça. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas ce genre de rebondissement ou bien de décision de digérer jusqu'au loin, peut-être je ne serais pas un acteur culturel. Dans cette réalité-là, j'ai eu le temps d'avancer. Mais à Parakou, on ne me connaît pas beaucoup comme acteur de théâtre. On me connaissait comme plasticien. Parce que très vite, j'ai dû, parce qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien pour apprendre donc là en ce moment, j'ai dû donc aller vers un professionnel, un peintre. Et là, j'ai fait mes pas en dessin où j'essayais beaucoup. Je suis devenu plasticien. J'ai d'ailleurs reçu un diplôme pour ça, pendant que j'allais à l'école. Donc j'étais déjà très vite, très tôt, moulé dans les questions donc, de l'art, de la culture. Voilà. Et à quel moment exactement vous avez compris que faire rire était un talent? Mais disons, il y a eu plusieurs événements qui se sont succédés parce que, qu'elles vous souviennent, en 90, avant la conférence nationale, il y avait eu ce qu'on appelait une sorte de stop aux écoles. Les gens n'allaient plus à l'école et puis il y avait ça. Et donc pendant ces moments-là, il fallait se chercher. Donc moi j'ai quitté Parakou, je suis venu ici à Cotonou et j'ai dû donc aller dans des écoles de cinématographie. Et ça a eu des déclics encore plus chez moi. Et au niveau du théâtre, je me suis très vite formé avec des douaniers de la place. Je parle du douanier. Je parle du douanier. Je ne vais pas citer de nom non plus. Mais ça n'a pas suffi parce que très tôt, j'ai dû partir en Europe pour aller me perfectionner dans certains établissements là-bas. Je fais donc Limoges, j'ai fait Paris, et puis j'ai fait certains établissements qui aujourd'hui ont contribué à faire de moi ce que vous savez. Mais au-devant de la scène, c'est beaucoup de représentations, beaucoup de spectacles. Et ça m'a donné la chance de connaître un peu le monde. Sur les 5 continents, je peux dire que j'en ai parcouru au moins 4.
Donc je partais beaucoup, je voyageais beaucoup. Puisque vous abordez déjà cet aspect de la chose, est-ce que vous vous souvenez aujourd'hui de la première fois où vous avez fait rire un public? Oui. C'était où et c'était quand? C'était au Centre culturel français de Parakou. C'était en août 1993 ou 92, si je me souviens, un truc comme ça, où on est allé, où j'ai dû passer 90 000, je me souviens, 90 000 pour organiser le spectacle. Vous avez dépensé 90 000 pour organiser votre propre spectacle? Oui, parce qu'il n'y avait aucun soutien, personne ne croyait en moi. Donc il fallait louer donc l'espace, il fallait prendre des précautions, aller faire une publicité sur Radio Parakou à l'instant, en ce moment-là. Donc on a fait ce qu'on pouvait et bizarrement, ce spectacle était vraiment rempli de monde. Et je me souviens, on est sorti avec 312 000 francs CFA. Des bénéfices, beaucoup de bénéfices. J'ai remboursé les 90 000 et voilà l'aventure. Mais l'aventure pour moi à l'époque, c'était de partir de Parakou. Et qu'est-ce qu'on faisait? On se louait un véhicule 9 places avec ma troupe et on faisait donc tous les marchés du nord, donc jusqu'au nord du Togo. Donc on ne me voit pas souvent à Parakou, on partait. Donc tous les jours de marché à tel endroit, on attendait la fin du marché pour faire donc notre petite animation. Et je ne connaissais pas trop Cotonou comme ça. Et il y a eu un événement assez terrible à l'époque qui m'a confirmé sur la scène. Il y avait un festival Révélation 93, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et les miens à Parakou m'ont caché donc cette information-là. Je ne savais pas que je pouvais participer. Et quand j'ai eu l'écho, j'ai participé. C'était une opportunité. C'était une opportunité. Et j'ai écrit l'une de mes toutes premières pièces. Je vais vous donner le nom tout à l'heure. Et en ce moment, j'avais une copine, c'est elle qui a rédigé, parce qu'elle était malade. Et c'est elle qui a pris le stylo. Et c'est elle qui a rédigé donc avec ses doigts ce texte-là. Et on a pu de façon vraiment débrouillarde à envoyer donc ce texte-là à la DEPAC ici à Cotonou. Et curieusement, j'étais sorti deuxième donc, de ce festival. Et si vous aviez raté en son temps, vous ne seriez pas deuxième? C'était bon. Donc le titre de ce spectacle-là que vous connaissez, c'est Oiseau mouillé. Oiseau mouillé. Donc ça a été fait en 92-93, il y a longtemps. Ça a été des choses qui m'ont dit d'aller plus loin. Et puis il y a, dans le cadre de la coopération Orléans-Parakou, on me recherchait à Parakou parce que nous on faisait des spectacles, on refusait de payer la taxe pour bruit, c'est bruyant. Donc on payait 10 000 francs à l'époque. Moi je me souviens, j'ai fait un spectacle et j'ai refusé de payer la taxe de 10 000. Et ça vous a coûté quoi? Et je suis allé me cacher. Et quand je me suis caché, en ce moment, le chef district m'a fait rechercher dans Parakou sérieusement. Donc un jour vers midi, ils sont venus me chercher, me prendre. On m'a amené là-bas, moi j'étais tout paniqué, je ne savais pas comment faire c'est quoi, on va m'enfermer, c'est fini, ma vie est terminée. Et j'ai vu donc la délégation qui partait pour Orléans venir donc à l'actuelle mairie de Parakou en réunion avec le chef district. Et j'étais intrigué, je ne sais pas pourquoi. Et finalement on m'a dit de venir dans la salle, j'entre dans la salle et je me souviens, le chef de la circonscription m'a dit, toi on te cherche partout, on ne te voit pas, mais ça veut dire quoi? Tu seras la tête, tu vas conduire la délégation qui va à Orléans. Et je me suis dit, ça c'est un coup de destin, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc ça fait partie des choses qui m'ont boosté la vie. Qui ont boosté voilà, et tout de suite après, une fois à Orléans, j'ai eu des contrats. Je suis allé créer un spectacle là-bas, Papier Études, qui a été un spectacle assez fort. On a tourné toute la France. Et puis après. Et pendant tout ce temps, Mastacool, le nom Mastacool n'était pas encore connu. Mastacool, ce nom-là est venu quand? Pourquoi avoir choisi ce pseudo Mastacool? Ce nom va arriver à partir de 2003, à peu près, où j'ai sorti un peu seulement Kiki Leko, le fameux Kiki Leko. Mais j'ai sorti cet opus en ce moment parce que j'ai un cousin qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme, qui nous avait fait un beau cinéma à la maison parce que il a excusez-moi un petit peu, enceinté 3 jeunes filles ensemble. Et quand on a questionné la première, on pensait que c'est fini, il y avait un deuxième cas et puis il y avait un troisième cas. Jusqu'à une troisième. Ça m'a inspiré et c'est comme ça que vous avez entendu un peu seulement. Kiki Leko qui a été un vrai opus parce que je me souviens au Bibidra, si on donnait des titres, j'allais prendre peut-être une médaille parce qu'on a vendu des millions d'exemplaires. Ça, je peux vous dire. Mon producteur était Richard Kenom, paix à son âme.
Est-ce que l'humour était juste pour divertir ou c'était un engagement Oui, pour vous? parce que moi j'ai compris que pour faire passer des messages, bien vaut que ça se passe dans le rire et la détente. Quand vous voulez dire les vraies choses à quelqu'un, il faut le dire doucement, pas dans le bruit. Il ne comprendra rien. Il va penser qu'il est agressé. Et j'ai compris que quand on met le rire devant, on dit beaucoup de choses. Et ça a été ça. Bon, ça a permis de sensibiliser certains. Il y a des gens aujourd'hui qui me croisent dans la rue, qui m'ont dit on faisait beaucoup de casse, mais après, comment on a changé. Alors, est-ce qu'au départ, le joueur Béo Aguiar savait qu'il allait devenir une figure importante publique béninoise? On ne va pas dans ces affaires-là en se donnant ce but. Je pense que tous ceux qui vont au devant de la scène pour se donner un nom, pour se faire voir, ne visent pas la bonne chose. La bonne chose, c'est je vais dans ce métier pour apporter ma contribution aux autres, pour faire changer un peu le monde, un tout petit peu, du coin qu'on est. Après, c'est la vie qui fait de vous une star ou quelqu'un de connu. C'est le public qui décide de ça, c'est pas nous. Donc, quand on vous accorde dans la rue, on dit félicitations, votre morceau est bon, c'est très bon ce que vous faites. Nous, c'est plutôt un bonus pour la vie. On se dit, on n'a rien fait d'extraordinaire. Moi, s'il m'est permis encore aujourd'hui de reprendre un peu seulement le morceau, je le reprendrai. Alors, vous le disiez à l'instant, vous parlez de Kiki Leko, je m'en vais bondir là-dessus, et vous demandez, est-ce que l'humoriste a une responsabilité sociale? Ah oui, absolument. Absolument. Il est appelé, comme tous les autres corps de métier, à apporter des propositions, en tout cas de solutions, sur l'amélioration des mœurs, des façons de faire, etc. Il est appelé à apporter la détente parce que vous savez, un peuple qui ne rit pas, il y a un problème. Un foyer où le sourire est parti, il y a un problème. Vous êtes en train de dire par là que le rire peut changer beaucoup de choses. Et ça change d'ailleurs beaucoup de choses. Et quand vous voulez sanctionner très sévèrement un enfant, mieux vaut le dire dans le rire. Ça passe beaucoup plus qu'avec la chicotte puis les cris. Parce que c'est là où l'enfant aperçoit que il est allé loin. Vous avez vu, sans faire de publicité, le roi lion. Donc quand le roi lion a voulu sermonner son enfant, tout le monde s'attendait à ce qu'il lui donne des coups de griffe, mais ça n'a pas été ça, ça a été plutôt et le message est passé. Donc pour moi, c'est des référents importants. On doit pouvoir, dans le cadre de sensibilisation, dire les choses avec le sourire et le sourire. Alors vos messages portent, vos productions, j'allais dire, vos sketchs portent des messages engagés. Alors est-ce que vous vous sentiez déjà dans la peau d'un politique quand vous envoyez ces messages dans vos sketchs, dans vos productions? Non, je ne dis pas du tout. Vous savez, il y avait un célèbre humoriste, un homme de théâtre très célèbre, au temps de Louis XIV, il s'appelait Molière. Et Molière n'a fait que rire son public tout le temps. Et c'est quand une fois le roi et sa cour se retirent qu'ils comprennent le sens de ce qui est dit. C'est-à-dire, quand vous voulez dire à quelqu'un son nez est tordu, ne lui dites pas ça de façon directe. Il faut lui dire vous êtes beau avec votre nez magnifique. Une fois chez lui, il va retoucher son nez et regarder dans le miroir si c'est vraiment magnifique. Donc pour moi, c'était des solutions, c'est des approches. Quand j'ai envie de toucher quelque chose, je ne vais pas de front, mais je fais avec d'autres arguments, des images. On va passer de l'humour à la politique aujourd'hui. Vous venez chercher quoi en politique? Je vous dis, tous ceux qui font de la scène, que ce soit les musiciens, les sculpteurs, les dessinateurs, les peintres, j'en passe, hommes de théâtre, de cinéma, font de la politique, de la très haute politique. Parce que tout ce qu'ils font porte un message. Et ils ne savent pas dire ça comme les politiciens. Ils le disent à travers leur art. Il n'y a pas cet art qui est gratuit. Vous allez devant un tableau, vous allez certainement avoir un point de vue d'un artiste qui veut dire, qui veut passer un message à la société, qui veut que les choses changent. Mais c'est pareil dans la politique, on veut que les choses changent. Et pour vous, concrètement, le Aguiar, le déclic, c'était quoi? Je vous dis, vous connaissez le Fonds d'aide à la culture? Bien sûr. C'est devenu Fonds des arts et de la culture. Alors, ici passait beaucoup de choses. Moi, un rebelle de Parakou, il y a des choses que je ne tolère pas. Je le dis ici parce que ce n'est pas des choses à cacher, c'est quand même ce qui a fait que je suis entré en politique. Donc, sous un certain régime que je ne veux pas nommer ici, il y avait un certain nombre de faits, de choses qui se passaient où on vous obligeait parfois des choses qui ne vous... Moi, ça ne rentre pas dans mon style de vie. De toute façon, on m'a refusé un financement à un certain moment.
je me suis senti vraiment très écarté, très brimé par les fonds de la République, parce que ce ne sont pas des fonds personnels. C'est quand même pour la promotion de ce que nous faisons, pour la promotion de notre pays. Et quand on vous coupe ce genre de choses, juste tout simplement parce qu'on sent que vous avez pris une position, ça ne fait que vous renforcer. J'étais déjà proche de Abdoulaye Biotane à l'époque, et ça n'a fait que renforcer ma position là-bas. J'ai accepté de vivre l'opposition pendant tout ce temps. Je m'en sors ragaillardé, et comme vous pouvez le remarquer, j'ai pris du poids. Et vous n'avez pas hésité à un moment donné, en vous lançant dans cette... en faisant ce choix-là, vous n'avez pas hésité un tout petit peu? Le risque est énorme. Le risque est énorme. Je parle bien sûr des risques. Le risque est énorme parce que vous voyez à Cotonou, ici, dans la 16e circonscription, j'ai été fait tête de liste donc, pour les élections législatives de 2016 déjà. Je n'ai pas été élu, mais le risque était énorme sous ce régime-là, hein, de se dire candidat tête de liste donc, dans l'opposition à Cotonou. Et je peux vous dire, les agressions, les insultes, les menaces, c'était fort. Mais on a tenu bon, on n'a pas changé. On n'a pas changé, on a attendu notre tour donc jusqu'en 2019 et on est aux affaires. Et je suis fier de voir le changement énorme au bénéfice des acteurs culturels, entre autres, dans de ma carrière, des luttes qu'on a portées, des luttes que j'ai portées aujourd'hui à Beauté, j'en suis heureux. Et quelle était la relation de votre public après ce choix que vous avez opéré, de devenir, pas de laisser l'humour, mais de passer de l'humour à la politique? Je ne suis pas passé de l'humour à la politique. C'est vrai, aujourd'hui, on ne me voit plus devant la scène, faire des animations et tout, mais je suis juste derrière la caméra. Parce que je vous informe que beaucoup de productions que vous voyez, que ce soit au niveau du cinéma, dans la sous-région, sont des commandes que je signe. C'est-à-dire les scénarios que vous voyez, beaucoup ont été écrits de mes mains, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Donc je reçois ces commandes-là, mais j'écris sous Inks. C'est-à-dire je n'ai pas le droit de dire c'est moi. Donc ça se fait aussi, donc un peu écrit au noir, comme on le dit. Donc je suis là, je suis derrière la caméra, il y a quelques productions ici, je fais de la direction d'acteurs, je fais de la mise en scène. Donc, bien évidemment, avant cette émission, nous avons mené quelques enquêtes. Il y a certains de vos fans qui disent qu'ils ne vous voient plus, que vous avez quitté l'humour, que vous êtes allé vous réfugier en politique. C'est vrai, un refuge. Je suis bien là, mais je ne défends que les causes culturelles. Parce que aussi, on a eu un sentiment. Pourquoi moi, je suis entré en politique, on a un sentiment, c'est que la plupart de ceux qui nous représentent à l'Assemblée nationale n'abordent pas les questions culturelles. Pour moi, c'est un choc parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas vivre dans un pays comme le Bénin, un pays assis sur la culture, la richesse culturelle, et ne pas en faire l'une des priorités. Je remercie d'ailleurs le président Patrice Talon pour avoir fait de cela une grande priorité. Et justement, bien évidemment, vous remerciez le chef de l'État pour ce truc-là. On parle d'aujourd'hui, les artistes ont un statut. Vous êtes un acteur, qui a participé à cette œuvre-là. Aujourd'hui, est-ce que vous en êtes fier? Je peux vous dire, je suis très fier. Parce qu'au moins, on a laissé des traces pour le changement des conditions de vie et de travail donc de nos collègues et de nous-mêmes. Parce que vous imaginez un artiste qui, dans son parcours, il a sorti un, deux morceaux, ça a marché, ça a brillé, après il s'éteint. Il s'éteint, on ne le voit plus, on ne sait plus là où il se retrouve, et finalement on entend un matin qu'il est à l'hôpital, il est dialysé, et puis il finit malheureusement dans son petit coin. C'est souvent le parcours triste donc, des artistes béninois. Aujourd'hui, quand vous entendez ces grands changements qui s'annoncent avec le nouveau régime qui vient donc de Wadagne, on peut être très fier de savoir que nos luttes ont porté quand même qu'aujourd'hui, les artistes peuvent avoir, certains artistes, une catégorie d'artistes, peuvent avoir donc une sorte de rémunération mensuelle pour leur permettre de se prendre en charge. Parce que ce que nous recevons au Bureau béninois du droit d'auteur ne suffit pas. C'est des miettes. Je ne veux pas en parler davantage, que c'est des miettes, c'est triste. Et ça ne donne pas de la fierté donc, à notre pays de savoir que certains parfois se retrouvent avec 3 000 francs après 3 mois. Qu'est-ce qu'un artiste fait avec? Et après, bon, on peut nous dire on ne vous a pas poussé à devenir des artistes. Mais en même temps, la politique culturelle de notre pays aujourd'hui s'améliore considérablement. Les derniers tests qui ont été pris à l'Assemblée nationale reflètent cela. On a un statut, les conditions au niveau du BBDRA s'améliorent déjà. Et sans compter cela, c'est cette prise en charge entre griffes donc, des parties de la vieillesse. Parce que je connais beaucoup de nos doyens qui vivent dans des conditions, c'est pas bon. Alors, ce parcours de Eloge Biwaki alias Master Cool, de votre enfance à cette vie professionnelle et qui
entrer en politique, qu'est-ce que vous pouvez laisser aujourd'hui à cette jeune génération qui vous a suivi, qui vous suit et qui continuera de vous suivre? Vous savez, quand on a envie d'aller loin, il faut d'abord pas penser à soi. Il faut penser aux autres. Moi, j'ai compris ça en politique. Et puis, quand on a envie d'aller loin, on ménage sa monture. On se prépare. Il faut se faire former. C'est obligatoire. Alors, vous regardez dans la caméra qui est vous passez le message à cette jeune génération. Je dis, quand on a envie d'être un grand, quel que soit le secteur, il faut se faire former. Absolument. Il n'y a pas de génération spontanée de X ou de Y. Il faut, quand vous démarrez une voiture, vous devez savoir le code de la route. Vous devez savoir là où il y a le frein, là où il y a l'accélérateur, c'est des minima. Vous devez savoir ces choses-là. Donc on ne vient pas dans ce secteur de la culture en voulant juste devenir star ou bien celui qui est bien vu, celui qui passe. Non, il faut savoir ce qu'on veut faire, il faut savoir aller loin. Aujourd'hui, le Bénin est tributaire. Hein, parce que quand vous regardez bien, donc de cet engagement-là, beaucoup de nos artistes, qui m'excusent beaucoup, ne se forment pas avant d'arriver dans le secteur. Ce qui fait que même dans le b.a.-ba de la musique, le solfège et autres, il y en a qui ne maîtrisent pas, mais ils veulent chanter, il y a de grands artistes. Après ça, nous rattrape au plan national comme au plan international, ça nous rattrape dans les festivals, dans les concours. C'est pareil que dans le théâtre, que dans le cinéma. Les jeunes qui sortent d'une école que je ne vais pas citer ici, qui sont très performants, ils sont aujourd'hui devenus de plus en plus actifs. On souhaite les voir beaucoup plus au devant de la scène en portant des projets culturels. Mais ça manque. Il y a quelque chose qui manque. Et tu sens que ça se retrouve dans l'imaginaire, dans la réflexion, dans qu'est-ce qu'on propose. Parce que vous ne pouvez pas proposer les mêmes choses que les autres proposent déjà. Donc moi, j'ai une formation d'économie créative. Je suis un spécialiste donc, dans cette économie-là. Comment faire pour qu'à partir de rien, que vous devenez quelque chose. C'est ce que j'ai appris. Et je peux vous dire, j'en suis sorti avec une licence administrative. Et ça me permet de donner aussi donc, des Ça vous permet d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, Alors, attendons progressivement vers la fin de cette émission. Voilà. Toi, comment je dirais, je vais saluer à nouveau tous ceux qui ont contribué à ma formation, qui ont fait de moi ce que je suis, que ce soit mes parents, mes fans, mes partenaires, mes amis de tous les jours, les amis du quartier, mais aussi tous mes soutiens politiques. Parce que c'est ceux-là qui nous encouragent, il faut dire, il faut y aller. Mais je ne vais pas oublier tous ceux qui nous critiquent, parce que c'est eux qui nous permettent de nous améliorer. Je vous remercie. Alors, merci à vous, Eloge Béo Agia, alias Mastacool. Vous étiez mon invité sur cette émission en aparté. Nous avons passé 26 minutes, c'est vite passé, hein? Très vite. Alors, du rire à l'engagement, du micro de scène au micro politique, le parcours de Mastacool nous rappelle que les trajectoires ne sont jamais figées et que derrière chaque engagement, il y a une histoire, une conviction et parfois un combat. Merci à vous, Mastacool, d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve très bientôt. Mesdames et messieurs, c'était votre émission en aparté. À la semaine prochaine.